Bienvenue dans 9 mètres carrés, l'émission sur votre vie étudiante, réalisée par et pour les étudiants. Alors aujourd'hui, on fait une émission tout à fait particulière. C'est la sortie des résultats de l'enquête de l'Union étudiante pour la nouvelle année 2026. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bonjour Léa. Salut Loïs, oui en effet, en 2026, être étudiant, être étudiante dans la France de Macron, c'est un vrai parcours du combattant. Et nous, on a donc décidé de faire une enquête, mettons fin à la précarité étudiante. Et ce que ça révèle, des données inédites déjà, mais surtout que c'est plus une alerte, là on parle vraiment d'une faillite de l'État. D'accord, cette enquête elle a été réalisée entre septembre et décembre 2025 auprès de plus de 5000 étudiantes et étudiants. C'est les militantes et militants de l'Union étudiante qui ont réalisé l'enquête durant tous ces mois-là. Pleinement mobilisée, l'organisation a pu récupérer plein de réponses. Quelles sont les premières idées sur la violence sociale ? Pour vous donner une idée de la violence sociale, en effet, il y a 48% des étudiants et étudiantes qui disent avoir déjà sauté un repas dans le mois faute de moyens financiers suffisants, et c'est 5 points de plus que l'année dernière. Ça paraît vraiment difficile, presque un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim dans la France de Macron. Alors aujourd'hui, on décrypte ce rapport point par point dans le nouvel épisode de 9 mètres carrés. Alors commençons par ce chiffre de presque un étudiant sur deux qui ne mange pas à sa faim. C'est dû à quoi ? Déjà, on parle de vrais repas, on parle des déjeuners, des dîners, on parle du fait que les étudiants et étudiantes doivent payer leur loyer, doivent notamment se chauffer. Et donc, on a même un étudiant, une étudiante sur 4 qui se retrouvent à en sauter en réalité plusieurs dans le mois, plusieurs qui sont par ailleurs importants. C'est pas un choix que de devoir sauter ses repas in fine. Et on retrouve donc des étudiants et étudiantes qui, par exemple, vont devoir faire la queue à des distributions alimentaires. Nous, par exemple, c'est notamment ce qu'on peut organiser avec un certain nombre de nos organisations locales. On a notamment le SCUM, notre organisation locale de Montpellier, qui a pu distribuer 25 000 colis alimentaires en 2 ans. Par ailleurs, c'est à nous de faire ce travail-là. Si on le fait, c'est bien qu'on est dans une obligation de devoir pallier aux attaques énormes et systématiques de ces dernières années par les politiques austéritaires de Macron, etc., aux conditions matérielles de vie des étudiants et étudiantes qui ont évidemment ensuite un impact sur les conditions d'études. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est un certain nombre de repas que les étudiants et étudiantes sautent, mais pas que. La précarité, elle n'est pas uniquement alimentaire. Oui, précarité pas uniquement alimentaire. Comme tu l'as dit, c'est vraiment scandaleux. C'est des étudiants qui doivent prendre leur temps. Au lieu d'étudier, ils doivent aller un jour par semaine, devoir aller à la banque alimentaire, chercher des denrées, porter des conserves, alors qu'ils pourraient être juste en train de réviser ou de faire du sport ou je ne sais quoi. En tout cas, qu'ils prennent sur du temps qui pourrait être consacré à autre chose pour pouvoir ramener des conserves, pas très bonnes au demeurant, pour pouvoir nourrir leurs camarades de classe. Ça, c'est vraiment outrant, parce que voilà, on est étudiant, on n'est pas fait pour ça, quoi, pour être des distributeurs alimentaires. Et on le fait à des quantités qui sont astronomiques, parce que, quand même, comme tu l'as dit, on organise la solidarité étudiante, on voit nos camarades à côté de nous dans la classe, et on ne va pas les laisser mourir de faim sur leur chaise parce qu'ils révisent en même temps. Voilà. C'est ça. Quoi. Tu disais toi-même, les conserves, elles sont pas forcément très bonnes, etc. Ce que notre enquête, elle a pu mettre en lumière, c'est qu'il y a 44% des étudiants et étudiantes qui ne choisissent pas par ailleurs ce qu'ils et elles mangent. Il y a beaucoup de clichés sur le fait que les étudiants et étudiantes préfèrent la malbouffe. C'est pas la réalité des choses. La réalité, c'est que de toute façon, on n'a pas la possibilité, en tant qu'étudiant et étudiante, d'avoir accès à une alimentation de qualité, qu'on n'a pas les moyens suffisants pour pouvoir choisir comment on se nourrit. Et donc ça, c'est évidemment un énorme problème aussi. Nous, il y a des choses qu'on revendique par rapport à ça. Déjà, le repas à 1 euro, mais on y revient juste après. Et puis la sécurité sociale de l'alimentation notamment. Voilà, c'est important qu'on puisse avoir une alimentation qui soit équilibrée, variée, de qualité, avec des circuits courts aussi, forcément, local. Voilà. Oui, le repas à 1 euro, le gouvernement, il l'a refusé pour toutes et tous depuis toujours. Là, il y a quelques jours, il y a le Premier ministre qui a annoncé qu'il
il serait mis en place à partir de mai. Quel hypocrite. Voilà, Oui. à partir de mai, il n'y a plus d'étudiants, on a passé les partiels, l'année elle est finie. Donc effectivement, de repas à 1 euro pour des gens qui ne sont pas là. Vraiment, quel scandale. Et quand même, l'Union étudiante, elle se mobilisait là-dessus et sur plein d'autres choses. Donc il y a eu les actions qui ont été mises en place, les distributions et aussi la bataille pour le repas à 1 euro et pour le budget. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis, ce que M. Lecornu a dit en même temps qu'il a annoncé ce repas à 1 euro, c'est le fait qu'il souhaitait faire de la jeunesse une priorité. Et pourtant, les autres mesures qu'il a pu annoncer, donc on a une promesse du repas à 1 euro, mais effectivement qui s'appliquerait peut-être qu'à partir de mai. Par ailleurs, à côté de ça, il y a le maintien des bourses. Enfin, c'est fort quand même, hein. Grosse mesure axée sur les étudiants et La étudiantes. mesure, c'est on bouge pas. C'est ça, on bouge pas. Ça fait depuis 2017 que Macron nous promet une réforme structurelle des bourses. En 2023, il y a eu une augmentation du montant de 37 euros uniquement. Les bourses, elles sont toujours pas indexées à l'inflation, alors que les frais d'inscription, eux, ils augmentent chaque année. Pareil, il n'y a pas de gel des loyers en CTU, etc. Il y a eu un certain nombre d'augmentations les dernières années, etc. Ça, c'est absolument scandaleux. Donc, tout coûte plus cher. En 7 ans sous Macron, on avait chiffré l'année dernière qu'on avait perdu plus de 2600 euros de pouvoir d'achat à nous, les étudiants et étudiantes. Et les seules mesures qui nous sont annoncées pour faire de nous la priorité, c'est on ne touche pas aux bourses et peut-être le repas à 1 euro. Quel scandale. On est d'accord. Il y a d'autres chiffres dans l'enquête de l'Union étudiante, notamment sur le logement, le point fort de l'enquête. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Du coup, le logement, c'est un vrai problème aujourd'hui. Déjà, c'est le premier poste de dépense des étudiants et étudiantes. Il faut savoir que à la rentrée universitaire dernière, donc en septembre 2025, il y avait 30% d'étudiants et étudiantes qui n'avaient pas encore trouvé de logement. C'est énorme. C'est des étudiants et étudiantes qui doivent dormir dans leur voiture, qui doivent squatter sur le canapé de leurs amis. C'est des étudiants et étudiantes qui ne peuvent pas se concentrer sur leurs études. Et ça, en plus, ça dure un moment parce qu'il faut en moyenne 2 mois et demi pour trouver un logement après l'affectation sur Parcoursup. Donc évidemment, c'est des conditions qui sont absolument inacceptables et qui ne permettent pas du tout la réussite de toutes et tous. Oui, et quand on trouve un toit, c'est souvent pas un luxe, hein, on n'est pas au palace. C'est ça, c'est extrêmement cher déjà. Nous, on est pour pouvoir généraliser l'expérimentation qui a été commencée dans certaines villes d'encadrement des loyers. On est évidemment pour le gel des loyers en CTU. Et puis surtout, il faut rénover thermiquement les bâtiments. Il faut faire en sorte que les étudiants et étudiantes vivent dans des conditions décentes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans notre enquête, les étudiants et étudiantes ont dit être 7 sur 10 à vivre dans des conditions avec des nuisances, donc des conditions indécentes, avec potentiellement des nuisibles comme les cafards, etc., avec des dégâts, avec des pannes de chauffage, ce genre de choses qui ne permettent encore une fois pas tout simplement de pouvoir se concentrer sur aller en cours et essayer de réviser pour son partiel et de performer au dit partiel. Ah, c'est la double peine. Ouais. Déjà, on mange pas. Ensuite, on trouve pas de logement, on tombe sur des passoires thermiques et on tombe malade. C'est ça. Voilà. Et donc, logement mauvais, malnutrition, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on n'est pas bien. Déjà, on étudie mal. Et ça dit aussi problème de santé. Et là, sur la santé... par ailleurs. Bon rétablissement le plus vite possible à toi, Léa. Mais aussi, du coup, pour les étudiants qui sont tous malades comme toi, mais peut-être sous d'autres formes parce qu'ils ne mangent pas bien et qu'ils sont mal logés, il y a eu un gros point fort de l'enquête là-dessus. Ça, c'est vraiment inédit sur les conditions de santé étudiante, notamment de santé mentale. Il y a quelques chiffres alarmants quand même. Oui, bien sûr. Il y en a un principal, surtout que nous on retient, c'est 90% d'étudiants et étudiantes qui se disent en détresse psychologique. Et puis il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui renoncent à un poste de dépense, du fait, encore une fois, d'un manque de moyens. On parle d'un reste à vivre qui est inférieur à 50 euros pour un étudiant, une étudiante sur 3. Ça veut dire après avoir payé son loyer, avoir payé son chauffage et s'être alimenté, moins de 50 euros par mois pour s'habiller, pour payer ses frais d'inscription, pour payer ses soins, donc s'il y a besoin, etc. Et puis s'il y a des imprévus, forcément, pouvoir y pallier. Oui. En fait, il y a une véritable crise sanitaire chez les étudiants, d'après les chiffres
que tu dis, 90% C'est énorme. des étudiants qui ont déjà ressenti une détresse psychologique, et ça vient pas de nulle part. C'est à cause de Macron, et des mesures qu'il a mis en place, le parcours du combattant pour les étudiants, parce que forcément, quand on mange pas à sa faim, quand on n'a pas de logement, ou quand on vit dans un endroit où il y a des rats, il y a des cafards, où on a soit froid, soit très chaud, forcément, on n'est pas en bonne condition pour aller bien physiquement, mais pour aller bien mentalement aussi. Vivre dans l'humidité, c'est pas un plaisir, donc on peut avoir une détresse psychologique. Et là, face à ça, il y a une pénurie de psychologues. Ouais, c'est clair, il y en a 1 pour 1000, 1 pour 1000 étudiants et étudiantes. C'est absolument risible. Il y a même certains endroits comme la Lozère ou la Guyane où il y a 0 psychologue. Donc évidemment que c'est un scandale sanitaire, comme tu le disais. Déjà, la précarité immense et qui n'a eu de cesse de s'aggraver, qui concerne les étudiants et étudiantes et qui mène à ces situations de détresse-là. Et puis ensuite, le fait que, a posteriori, il n'y ait absolument aucune possibilité de prise en charge. Déjà, un manque de moyens qui fait que difficulté de se tourner vers des professionnels et ensuite une absence de professionnels tout court. Bon, il y a les constats. Maintenant, il faut qu'on parle peut-être de quelques solutions, parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Pas de problème, que des solutions. Voilà. C'est les solutions qui sont proposées par l'Union étudiante dans son dossier face au constat qu'elle a fait. Peut-être une première proposition sur le logement. Oui, bien sûr. Déjà, la construction de logements en CTU, forcément. Nous, on propose environ 4000 logements construits par an pour atteindre 650 000 en 2035. Ça nous semble être la moindre des choses pour avoir, encore une fois, un logement qui soit à bas coût et qui permette aux étudiants et étudiantes donc d'être logés aussi à proximité des universités, parce que c'est un réel enjeu aussi de ne pas avoir à prendre des transports systématiquement de plus de 45 minutes, par exemple, pour pouvoir aller sur son lieu d'études. Et puis sinon, la rénovation thermique des bâtiments, on en parlait avant, 5 milliards pour celle-ci. Ça nous semble, encore une fois, être extrêmement adéquat et être le minimum. Voilà, mais on n'a pas que ça d'ailleurs. Et puis ces 5 milliards, c'est aussi des économies, parce que ensuite, une fois que les bâtiments sont rénovés, on paye moins de chauffage. C'est clair. On paye moins de nouveaux draps parce qu'ils ont été pourris par l'humidité, de matelas. Et puis tout le monde est en meilleure santé, donc tout le monde est mieux, quoi. Et ça n'a pas de prix. Quoi qu'il arrive, la jeunesse n'a pas de prix. Sur l'alimentation aussi, il y a quelques propositions. Oui, bien sûr. Le repas à 1 euro, l'euro de four, le fameux, pour toutes et tous, y compris les non-boursiers, les non-boursières. Ça nous semble être la moindre des choses. C'est un petit pas, mais un petit pas qu'on réclame depuis extrêmement longtemps, et c'est impensable que ça n'existe toujours pas actuellement. Et enfin, une mesure phare de l'Union étudiante, alors là, on en entend parler tout le temps, et je pense que personne l'a raté, c'est le revenu d'autonomie. C'est ça, un revenu étudiant, donc c'est une allocation d'autonomie à hauteur du seuil de pauvreté, 1 288 €. C'est quelque chose qui permettrait à tous les jeunes, toutes les jeunes qui souhaitent faire des études de pouvoir les faire. Une fois dans l'enseignement supérieur, de pouvoir continuer ces études et les mener à bien jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai phénomène de sélection sociale à l'université. C'est une sélection qui est également raciste par ailleurs. Je te laisserai rebondir dessus ensuite si tu veux. Et ce qu'on constate, c'est que donc on a besoin aujourd'hui que les étudiants et étudiantes puissent avoir ce revenu-là. Ça permet de répondre à toutes les formes de précarité qu'on a pu décrire depuis le début, parce qu'elles sont protéiformes, elles sont cumulatives surtout. Il y a la précarité menstruelle qui s'ajoute à la précarité alimentaire, qui s'ajoute à la précarité s'agissant du logement, etc. Et donc, on a besoin de ce revenu étudiant qui permet tout simplement à chacun, chacune d'obtenir une certaine émancipation, d'obtenir une indépendance et de pouvoir vraiment se consacrer à ses études, à la réussite de ces études-là en question. Et ça nous paraît être la moindre des choses quand, encore une fois, on a les différents mandats Macron qui n'ont été que source de politiques répressives et austéritaires s'agissant de sa jeunesse. Oui, mais l'idée, c'est que ce n'est pas une fatalité, la précarité, notamment sur la sélection sociale. S'il y a une sélection sociale, c'est parce qu'il y a des étudiants qui sont mis en difficulté par leur manque de moyens. Quand on a un logement de mauvaise qualité, quand on ne mange pas à sa faim, je répète beaucoup ces données-là parce que c'est super important, mais en vrai, quand on n'a pas mangé, on ne peut pas bien étudier,
Quand on a travaillé pendant la nuit, on ne peut pas bien étudier pendant la tourner, la journée. Parce qu'on n'a pas de chauffage. Voilà. Aussi. Donc forcément, sur la sélection sociale qui arrive ensuite, on est mis en grande difficulté par rapport à ça. Donc la précarité, c'est quand même un choix politique, c'est des choix. Ça tombe pas comme ça du ciel, on est pauvre, voilà. C'est quelqu'un qui fait des choix à un moment de quel sera le montant des bourses ou du revenu autonomie. Est-ce qu'on va rénover des bâtiments, combien on va donner pour faire des repas à 1 euro. C'est une question de répartition de l'argent qui existe, puisque l'argent, il est là, il n'a pas disparu, puisqu'il est investi dans d'autres choses. Et on en parle très vite dans d'autres épisodes de 9 mètres carrés, cette question de répartition de l'argent. On va faire une petite conclusion sur ce rapport, peut-être. Ce rapport 2026, c'est la preuve que notre système actuel, il est à bout de souffle, que ce soit en termes de bourse sur critères sociaux, d'aide familiale, il ne protège absolument plus personne. Pour changer ça, il ne suffit pas que de liker cette vidéo ou de la partager. Du 3 au 5 février, il y a une échéance majeure qui arrive. On élit nos représentantes et nos représentants étudiants dans les conseils d'administration des Crous. C'est eux qui vont choisir les politiques du Crous, ou du moins les influencer. Pour cela, il faut voter contre Macron, contre l'extrême droite aussi, qui ont le projet d'exclure les étudiants précaires, mais aussi les étudiantes et étudiants étrangers des universités. Et pour ça, on vote Union étudiante. Et quand on vote Union étudiante, on vote pour un revenu d'autonomie à 1 288 €, pour un toit sur sa tête à 150 € par mois maximum, et donc un logement décent, et pour le repas à 1 euro. Ne restez pas isolés face à la galère. Rejoignez votre syndicat local de l'Union étudiante. On s'y retrouve pour pouvoir faire des actions ensemble contre la précarité, contre la sélection, pour combattre Macron et l'extrême droite. Et surtout, on se retrouve très vite dans un prochain épisode de 9 mètres carrés sur la restauration. À très vite.